On y reviendra dans quelques instants, mais écoutez ce qu'en dit le secrétaire général adjoint de l'OTAN, numéro 2 de l'OTAN, sur les rapports avec la Chine, sur les F-16 à livrer ou non à l'Ukraine et autres sujets d'actualité brûlante. Il est ce soir notre invité. Mircea Geoana, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le numéro 2 de l'OTAN, 30 pays, 1 milliard de personnes sous le parapluie de l'Alliance. L'évolution des choses est spectaculaire. Les léopards, les patriotes, les bombes guidées à longue distance. Est-ce qu'on a changé d'époque là en quelques jours? Non, nous avons une évolution graduelle qui reflète les réalités de la guerre que la Russie a commencé contre l'Ukraine et aussi les besoins de l'armée ukrainienne. Et la semaine prochaine, nous aurons ici, chez nous, dans le siège de l'OTAN, la réunion des ministres de la Défense de l'OTAN et en parallèle avec la réunion, aussi le processus de Ramstein qui fait ce mécanisme de coordination permanente entre les alliés, les partenaires et l'Ukraine. Et chaque fois que les Ukrainiens arrivent avec des demandes, parfois ça ne se passe pas tout de suite, mais s'il y a, disons, une réalité militaire sur le terrain qui indique que nous devrions faire davantage, normalement, nous faisons davantage. Le ministre sortant de la Défense Reznikov, ukrainien, disait de fait, l'Ukraine est devenue intégrer une armée qui petit à petit s'intègre à l'OTAN. Est-ce que vous ressentez ça? Je crois que M. Reznikov est toujours le ministre de la Défense. Nous l'attendons la semaine prochaine ici chez nous pour la réunion des ministres de la Défense. L'Ukraine, c'est un partenaire de l'OTAN. De longue date. De longue date, et surtout après l'invasion de la Crimée par la Russie en 2014, nous avons intensifié, à leur demande, le processus d'entraînement, de commande et contrôle, de doctrine militaire. Et bien sûr que c'est l'héroïsme de l'armée ukrainienne, du peuple ukrainien, mais aussi le fait qu'ils sont déjà dans une étape d'interopérabilité avec nous très avancée. Mais nous ne faisons pas de planification militaire avec les Ukrainiens, nous faisons ça avec les alliés. Mais l'OTAN a avec eux un processus d'accroître leur interopérabilité avec nous. Mais les alliés, ce sont les alliés, et les partenaires sont les partenaires. Est-ce que l'heure des avions est arrivée? Bon, le président Zelensky, on l'a vu à Londres, on l'a vu à Paris, on l'a vu à Bruxelles, a une capacité de communication et de convaincre très très forte. Nous laissons ça à la décision des alliés. Et je viens de dire que la semaine prochaine, on aura le processus de Ramstein. Maintenant, nous nous concentrons, aussi la France a fait des efforts très importants, les pays alliés, le Canada, les Américains bien sûr. Mais pardon, M. Geoana, je perds des interrompre. Parce que maintenant, on doit regarder le fait qu'il y a une période de préparation pour une nouvelle étape de la guerre. La formation des pilotes. Monsieur Sunak avec Monsieur Zelensky casqué déjà en aviateur. Voilà. Est-ce que la décision est en train de mûrir? Quel est le message à la Russie? Qu'est-ce qu'elle devrait faire pour éviter, selon vous, cette gradation? C'est à la Russie d'arrêter cette guerre. S'ils arrêtent la guerre est finie, et bien sûr que l'Ukraine va continuer d'exister comme un pays indépendant et avec son aspiration de se joindre à l'Europe et à l'Ouest démocratique. Qu'est-ce qui fait que l'avion reste pour l'instant un tabou? Pour l'instant, on a vu que les tabous sautaient les uns après les autres. C'est ça que je veux dire. Je ne peux pas préjuger ce que les alliés vont faire. Ce n'est pas ici à l'OTAN qu'on prend ces décisions. Ce n'est pas nous. Ce sont les alliés et les partenaires. Donc, les Américains, en réalité. C'est eux qui donnent le là pour les avions comme pour le reste? Non, les alliés. Les alliés. On a vu la Pologne, on a vu la France, on a vu la Grande-Bretagne, on a vu l'Allemagne, pas mal. L'Islande. Ils n'ont pas d'armée. Mais ils sont toujours là parce qu'ils font des avions de transport. Donc, tous les alliés sont impliqués. Et pas mal de partenaires comme le Japon, l'Australie. Ils nous aident l'Ukraine. Est-ce qu'il y a une Je ne vais pas préjuger, mais on doit dire qu'on a eu une évolution. C'est vrai que c'est presque une année dès le début de la guerre. On a vu, à maintes fois, des demandes de la part de l'Ukraine qui étaient perçues avec une certaine réticence, et après ça, on a changé. Mais ce n'est pas seulement les demandes de l'Ukraine, c'est aussi notre analyse sur l'évolution de la guerre. Donc la situation sur le terrain, c'est l'arbitre objectif
des atouts et des instruments militaires que nous allons donner à l'Ukraine. La question de l'avion, on voit bien le problème ou la solution, c'est qu'ils peuvent aller évidemment dans le territoire russe. Là, il n'y a pas un petit coup d'accélérateur et puis évidemment un F-16, ça va très loin. Pour vous, est-ce qu'il y a une légitime défense de l'Ukraine à frapper même en territoire russe? Ça c'est une chose, encore une fois, que sont les alliés. On a vu les Américains qui ont donné des équipements de la dernière génération en limitant la portée de ces armes. Donc il y a toujours un dialogue entre les alliés, qui sont les alliés qui donnent les instruments les plus avancés, et aussi d'avoir une certaine attention au risque d'escalation. Ça, c'est normal de faire ça, aider l'Ukraine, défendre les alliés, mais éviter aussi le risque d'escalation. Donc, il y a toujours un équilibre, disons, très dynamique entre le besoin de l'Ukraine, notre capacité de livraison et aussi les réalités de la guerre. Ce sera la conférence de Munich sur la sécurité. On voit à quel point le paysage est bouleversé. Un mot sur l'Allemagne. C'est un des piliers de votre alliance. C'est là où il y a la base de Ramstein. Évidemment, en Europe, c'est un des piliers très importants. Comment est-ce que vous regardez cette Allemagne qui est passée tout à coup d'un monde à un autre avec les léopards? Bon, l'Allemagne a ce qu'ils appellent en allemand Zeitenwende. C'est un réveil stratégique. Et on doit, je crois, applaudir et encourager ce processus. Parce que ce n'est pas facile. C'est une culture pacifiste de longue durée en Allemagne. Et on doit applaudir les dirigeants allemands de tous les côtés, le spectre politique à peu près, qui ont réalisé le fait qu'on a besoin d'une Allemagne qui... Ils ont investi 100 milliards d'euros dans un fonds de remodernisation. Et je crois qu'on doit donner aussi dans le bilatéral et aussi dans le multilatéral, ici chez nous, à l'OTAN, dans l'Union européenne, à l'Allemagne applaudir les changements qu'ils font, mais accompagner d'une manière très collégiale et très serrée ce processus de transformation qui n'est pas facile du point de vue politique, démocratique, opinion publique. Et bien sûr, c'est une transformation massive de la réalité sécuritaire européenne. Vous avez dit le mot pacifisme. On voit bien comment les opinions, alors en Allemagne, mais aussi en France, en Italie, ailleurs, ceux qui disent voilà, il faut arriver à la paix à tout prix, fût-ce au prix de concessions, même certains disent de concessions territoriales. Qu'est-ce que vous répondez à cela? On a vu des sondages d'opinion un peu partout en Allemagne. On a vu un sondage en Ukraine. Ils sont très, très déterminés de continuer à défendre leur pays. C'est normal. Donc, moi, nous voyons ici une unité impeccable des alliés. Ce n'est pas toujours le cas, parce que c'est une alliance complexe, 30 pays. Très, très prochainement, on espère d'avoir 32. Mais sur ce sujet, il y a une unité impeccable autour de la table des alliés. Et nous croyons que ça va continuer, parce que aider l'Ukraine, c'est aussi aider nous-mêmes. Ce n'est pas seulement leur guerre, c'est aussi les implications de cette guerre nous affectent nous tous et nous toutes, y compris nos opinions publiques. La Pologne, on parlait de l'Allemagne, la Pologne qui est en train de devenir vraiment un centre si important, notamment avec la base de Rzeszów, qui commence à être comparable à ce que fait Ramstein. On voit à quel point ce pays-là devient crucial dans l'Alliance. Le chancelier allemand Scholz, il a eu un discours très intéressant, très important à Prague, il y a, je crois, 2-3 mois. Il a dit une chose qui est réelle, que le centre de gravité de l'Europe se déplace vers l'Est. Pour deux raisons. Parce que la Russie a décidé de se découpler de l'Europe, c'est ça leur décision. Ils ont choisi cette voie-là. Parce que l'Ukraine est un pays très important, et aussi parce que les alliés du flanc Est, la Pologne, la Slovaquie, la Roumanie, qui sont les pays voisins, jouent un rôle encore plus important du point de vue stratégique. Et je crois que pour aussi les pays baltiques, jouent un rôle très important. Le sommet de l'OTAN sera au mois de juillet à Vilnius. Donc, je dirais que le flanc Est, et le flanc Est, ce n'est pas seulement les pays
que j'ai énumérés, mais c'est aussi la Norvège, c'est aussi la Finlande, c'est aussi la Turquie, c'est aussi la Bulgarie, c'est aussi la Grèce. Donc pour nous, il y a une réalité stratégique tout autour de ce flanc Est qui fait que tous ces pays sont très importants pour nous. Que se passe-t-il, M. Geola? Vous savez que la question, elle est omniprésente dans les esprits. Si demain, un convoi de chars, par exemple, en territoire polonais, mais juste à la limite, ce serait la logique de provocation russe, est frappé par un missile russe. D'un point de vue, je sais bien que vous me direz, c'est aux alliés de décider, etc., mais d'un point de vue simplement technique, qu'est-ce qui se passe? Le fameux article 5, est-ce qu'il est automatique ou est-ce que c'est la discussion qui est automatique? Je dirais, avant de répondre à la question qui est pertinente, le fait que nous sommes en processus d'avoir une transformation de la planification militaire de l'OTAN comme on avait eu dans des générations. C'est un processus formidable qui reflète la volonté de nous tous les alliés, de défendre chaque centimètre au carré de l'Alliance. C'est ça la réalité et nous sommes là très forts, vigilants et nous transformons la manière dont on fait le travail de défense et dissuasion. Ça veut dire, pardon, que ce soit bien clair, même à 10 cm à l'intérieur de la frontière polonaise, le moindre acte russe recevra une réponse. Le processus est politique. Je dis que c'est un processus de préparation militaire. Nous faisons ça d'une manière impeccable, et très très dynamique et très moderne. Mais en même temps, on a eu l'incident sur le territoire polonais de la missile qui a fait des victimes là. Et vous avez vu sans doute la manière très, très prudente et très délibérée, très calculée que nous avons approché cet incident. Donc, on peut tourner ça des deux manières. Certains diront peureuse, c'est-à-dire on sentait que beaucoup d'alliés se disaient mon Dieu, pourvu que ce ne soit pas un missile russe, parce qu'on ne saura pas très bien comment répondre. En tout cas, on n'aimerait pas avoir à répondre. Non, c'est un processus politique. Les pays, les alliés concernés, normalement, ils invoquent l'article 4. C'est un article de consultation en régime d'urgence. Et si les alliés, par consensus, vont décider que c'est l'article 5, on va activer l'article 5. On a fait ça une seule fois, après les attaques contre les États-Unis au 9 septembre. Et après ça, on a vu pas mal de fois l'article 4 invoqué par des alliés. Donc, il n'y a pas de doute que s'il serait une attaque contre un allié, nous allons défendre nos alliés. Le processus d'arriver à le déclenchement de l'article 5, c'est un processus politique. Et ça, c'est bien, parce que c'est le contrôle démocratique, et c'est ça que l'Alliance représente. Dans les discussions sur l'OTAN, on voit à quel point revient toujours l'argument historique. L'OTAN s'est avancée toujours plus près de la Russie. Et je sais, ça vous fait sourire, mais de fait, c'est vrai que quand on voit la carte, il y a une partie des opinions en Europe qui disent on ne peut pas refaire l'histoire de toute façon, mais ça aurait pu être autrement. Le pacte de Varsovie s'est défait, l'OTAN a continué à avancer vers la Russie. Je me rappelle, j'étais un très jeune ambassadeur de Roumanie à Washington et la discussion sur l'élargissement de l'OTAN n'existait pas. Et nous avons fait un lobby frénétique. La Pologne, les Tchèques, les Slovaques, les Hongrois, les Roumains, les Bulgares, les pays baltes. Nous sommes allés vers les États-Unis et vers les alliés pour nous recevoir. Pourquoi? Parce que nous avons l'intérêt de nous faire évader de la réalité soviétique et communiste que nous avons vécue pour un demi-siècle. Vous voulez dire c'est les pays membres, c'est les pays qui ont supplié pour entrer dans l'OTAN, c'est pas l'OTAN qui a... Et s'il y a une question à demander, c'est aux Suédois et aux Finlandais. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un d'ici, c'est pas Jens Stoltenberg, c'est pas Mircea Joana, c'est pas le président Biden ou président de la République qui a demandé aux Finlandais, aux Suédois à venir vers l'OTAN. Ils ont décidé. Pourquoi? Parce que la Russie reste un danger et un pays imprédictible. Et c'est pour ça que les pays veulent être autour de cette table. Mais monsieur le secrétaire général, on peut retourner ça évidemment. Est-ce que la réalité, c'est pas que le parapluie nucléaire américain, c'est la protection que les gens veulent? En réalité, on est ici au siège de l'OTAN à Bruxelles, mais le patron, ce sont les Américains. Non. Ici aussi. Le patron, c'est la Macédoine du Nord,
c'est l'Albanie, c'est le Monténégro, c'est consensus. Alors, bien sûr que le lien transatlantique est vital. L'immense majorité des moyens militaires, de vos moyens militaires, ce sont les États-Unis d'Amérique. Le reste, pardon, ça compte. On a trois pouvoirs nucléaires à l'OTAN, les Américains, les Britanniques et les Français. Les Français avec une certaine, disons, approche que nous respectons bien sûr. Mais je dis ça, je fais ça chaque jour. Trouver le consensus. Et trouver le consensus, c'est pas facile. Donc, on a le respect pour l'Islande, on a le respect pour la Norvège, on a le respect pour le Canada. C'est un pays énormément important. Et si on voit que cette alliance, c'est une alliance, ce sont des pays plus grands et des petits plus petits. Mais du point de vue politique, c'est une organisation très équilibrée des deux côtés de l'Atlantique. Mais je dois dire une seule chose, s'il y a des gens qui considèrent que la sécurité de l'Europe se pourrait faire sans les Américains, les Canadiens, les Britanniques, les Norvégiens ou les Turcs, ça c'est également une chose qu'on doit réfléchir davantage. Le feu nucléaire, vous citiez l'exemple français où il y a une indépendance française qui place la France un peu en dehors, mais est-ce que le feu nucléaire n'est pas décisif? Il y a ici, en Belgique, des bombes nucléaires américaines. Il y en a en Italie. En réalité, ce sont des pays souverains, mais pas complètement, parce que le feu nucléaire n'est pas le leur. Ils sont sous la protection des États-Unis. C'est pas ça. Le risque nucléaire existe. Et autant que le nucléaire va exister, l'alliance va rester une alliance nucléaire. Mais il n'y a pas un problème disons, de souveraineté des pays qui ont décidé de faire partie de ce processus. C'est un processus de renforcer leur sécurité. Et on voit ça, bien sûr, pour la Belgique, c'est le pays hôte, mais aussi avec pas mal d'autres. Donc je dois disons, rejeter l'approche que c'est une hyperdépendance sur les Américains. Il y a un besoin des Américains ici en Europe pour des réalités stratégiques qui sont là, mais ça va au-delà du nucléaire. Ça va aussi pour le conventionnel, ça va aussi pour les nouvelles technologies, ça va aussi pour l'espace, pour le cyber, pour la résilience, pour les chaînes d'approvisionnement. Donc, la définition de sécurité aujourd'hui est la plus complexe depuis des décennies. Donc, on doit trouver des réponses au nucléaire, mais aussi au cyber. La désinformation que les Russes font d'une manière très agressive, c'est aussi un problème que nous sommes intéressés à combattre. Donc, c'est bien de simplifier la conversation, mais pas d'avoir une approche simpliste à la sécurité de l'Europe. Vous êtes un personnage aux premières loges, vous êtes roumain, vous avez grandi dans ce monde roumain avec les Russes qui dominaient les Soviétiques. Hein. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui de la Russie quand on entend les propagandistes russes à la télévision qui tiennent des propos, notamment sur le nucléaire, tellement délirants à nos yeux? Est-ce qu'il y a une irrationalité à Moscou dangereuse? Je dirais qu'il y a une rationalité impérialistique, si vous voulez, si ça existe. Il y a une rationalité là. Les façons de refléter dans les actions ce désir impérial incessant fait que pour nous, dans des pays démocratiques, des pays qui aiment la prédictibilité, l'équilibre stratégique, et pas mal de pays, y compris les Américains, la France, l'Allemagne, ils ont essayé de trouver cet équilibre avec la Russie. C'est un pays important. Mais il y a une dimension disons, de nostalgie post-impériale. Il y a probablement aussi un sentiment de déclin relatif de la Russie. Démographique aussi, n'est-ce pas? Démographique, économique. On voit la structure économique, elle n'est pas le niveau de vie. Le niveau de vie, en parlant de mon pays, je crois que la Roumanie est 2 fois plus per capita, disons, plus riche que la Russie. Est-ce que ça les rend d'autant plus dangereux? Il y avait cette expression dans le passé pour l'Union soviétique de faiblesse dangereuse. En étant d'autant plus faibles, ils sont d'autant plus dangereux. Dans l'histoire, les périodes de déclin des grands pouvoirs relatifs ou absolus, plus lents ou plus rapides, sont par définition des périodes dangereuses. Mais je crois que ce n'est pas seulement l'Ukraine et l'obsession avec l'Ukraine, parce que c'est une obsession de l'élite russe avec l'Ukraine. Ce n'est pas nouveau.
et le fait qu'il dénie le droit de même exister de l'Ukraine. Dans cette guerre, l'Ukraine est vraiment une nation très très forte. Est-ce que c'est seulement irrationnel le fait qu'à 1000 km de Moscou, il y ait, si l'Ukraine entre dans l'OTAN, des missiles américains? C'est vrai que vu des Russes, ça paraît impensable. Il y a une dimension, culturelle et psychologique. Il y a une dimension stratégique, mais il y a aussi un calcul plus important. Parce qu'en effet, la Russie, je crois qu'ils ont commencé cette guerre, pas seulement pour arrêter l'Ukraine de venir vers l'Ouest, mais également pour démolir l'architecture et l'ordre mondial qui a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Et là, ils sont avec les Chinois un intérêt conjoint de faire sauter l'ordre international. Et ça, c'est la chose la plus dangereuse. Ça, vous pensez qu'on est à ce stade-là où Russes et Chinois espèrent bouleverser l'ordre international? C'est une offensive autoritaire menée par ces deux pays. L'Iran n'est pas loin, la Corée du Nord, ils sont là. Donc il y a vraiment une bataille fantastique pour le type d'ordre mondial que nous avons à avoir dans les années et décennies à venir. Et c'est pour ça que l'Union européenne et l'OTAN doivent travailler ensemble. C'est pour ça qu'avec le Japon, l'Australie, la Corée du Sud, y compris avec les pays du Sud, parce que pour l'avenir, nous devrions faire un travail encore plus important pour convaincre l'Inde ou le Brésil ou l'Égypte ou le Nigeria ou l'Afrique du Sud que c'est mieux d'avoir des règles et c'est pas bon d'avoir la loi de la jungle au niveau international. Une dernière question. Est-ce qu'il faut reconnaître que toutes les puissances sont impériales, y compris les États-Unis? Vous disiez il y a un impérialisme russe, certainement, mais il y a un impérialisme chinois. Des puissances démocratiques peuvent être impériales aussi. Impérialisme américain, toutes sont impériales. Si on regarde dans l'histoire, je crois qu'il y a une différence importante de la période coloniale et de l'impérialisme, disons, de type Westphalie. Ce fut une étape de l'histoire de l'humanité. Moi, je crois avec les États-Unis, avec l'Union européenne, avec l'OTAN, nous avons dépassé cette période-là. Il y a un respect réciproque. C'est si mon pays, la Roumanie, a décidé d'avoir une alliance avec l'Europe, avec les Américains, c'est une décision que nous avons prise nous-mêmes. Donc, c'est une différence entre imposer ton volonté sur un autre. Ou c'est aussi se mettre sous la protection d'un empire. Ou de faire partie d'un concert de démocratie. Et c'est ça l'Alliance Atlantique, c'est un concert de démocratie où la France joue un rôle très très important. Mircea Geona, merci. Merci à vous.